l'agence.expert. La confiance en soi, c'est la base de la vente. La croyance que j'invite nos auditeurs à ancrer en eux, c'est la vente est essentielle pour mon business. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de business. À chaque problème, par exemple, moi je me pose souvent la question, je me dis, tiens, c'est une nouvelle occasion de changer, de découvrir quelque chose de nouveau pour résoudre ce problème. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence.expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Marc Robert, expert en vente, spécialiste en e-commerce, création de sites et communication depuis 2005. Il crée en 2015 Busynet Solutions, une agence web qui propose la création ou la refonte de sites internet, vitrines et e-commerce. Formateur et coach mental, il crée Optimus Academy en 2021 pour accompagner les commerciaux à développer leur mental de champion de la vente. Fin 2021, il lance son propre podcast, l'arène des vendeurs légendaires, que je vous invite à écouter. Écoute, déjà dans un premier temps, Marc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Rudy. C'est toujours un grand plaisir d'échanger sur des sujets un peu particuliers comme la vente, et de partager. Eh ben top. Moi, j'ai souhaité donc ta participation à Place à l'expert pour nous donner tes conseils et tes astuces pour préparer notre mental, on va dire l'état d'esprit, à la vente. Et oui, le nerf de la guerre de toute entreprise, vendre. En effet, si on n'est pas préparé à recevoir des refus, le fameux non, ça ne m'intéresse pas, des objections du type j'ai déjà ce qu'il me faut, de gérer ses émotions, ses croyances, de bien travailler en amont ses rendez-vous pour être en action et être dans l'action du game, du jeu. Comme tu l'as compris, Marc, on a besoin de tes conseils pour avancer sur ce sujet. Comment toi, tu souhaites aborder cet épisode ? J'aimerais, Rudy, dans cet épisode, avancer 7 mesures à prendre pour avoir un bon mental et pour se mettre dans les meilleures dispositions pour vendre. Super. Écoute, le programme a l'air hyper intéressant. Donc, 7 étapes clés pour, on va dire, structurer. On parle de mental, vraiment, ou pas ? On parle d'état d'esprit, de mindset ? On va parler d'état d'esprit, effectivement. On va se concentrer vraiment sur l'état d'esprit et les soft skills à avoir pour être en mesure de développer sa boîte à travers la vente. Ok, super. Ok. Bon, alors vas-y, on y est parti. Étape 1. Alors, étape 1, avant d'aborder les objectifs qui seront forcément abordés dans ces 7 étapes, qui seront la deuxième étape pour moi, la première étape à prendre en considération, c'est d'abord le fait de prendre du recul. Pourquoi prendre du recul ? Parce que la vente, c'est pas un gros mot. Vendre, c'est pas considéré comme un gros mot. Vendre, c'est obligatoire pour la survie de l'entreprise. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de business, il n'y a pas de survie de l'entreprise. Mais la vente a surtout une mauvaise presse, donc c'est pour ça que je propose dans un premier temps pour le chef d'entreprise qui doit vendre ses solutions et ses services, c'est de prendre du recul avant tout. Voilà. Prendre du recul, j'entends être capable d'entrée de jeu comprendre qu'on va avoir à faire face à des échecs, à des refus, à des fins de non-recevoir. Donc ça, quoi qu'il en soit, ça fait partie du jeu. Voilà, exactement. Donc, prendre du recul, c'est important par rapport à ça. Et se poser toujours la question, et au pire quoi ? Si on a une fin de non-recevoir, si on réussit pas sa vente, c'est au pire quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Rien n'est rédhibitoire, rien n'est définitif. Si je ne signe pas maintenant, je peux signer ce nouveau client dans 3 mois, dans 6 mois, l'année prochaine, à condition que je le relance dans les bonnes conditions. Donc, dans ce cadre-là, j'aimerais mettre en avant ce dont on parle assez souvent dans les formations en vente, c'est-à-dire le BATNA et le MESOR.
Le BATNA, c'est pas un gros mot, hein, c'est pas une ville d'Algérie non plus. C'est un terme anglais qui veut dire Best Alternative to Negotiate Agreement. Et le MESOR, c'est tout simplement la meilleure solution de rechange. Concrètement, pour parler simplement à nos auditeurs, c'est avoir un plan A, un plan B. Ça, c'est très important dans la façon dont on va appréhender la vente. On a toujours un plan A, la meilleure solution, on y arrive, mais il nous faut aussi un plan de repli, un plan B. Qu'est-ce que c'est la meilleure solution de rechange? C'est ça, prendre du recul. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire s'adapter en fonction de qui on a en face, s'adapter à la situation et mixer d'un plan A à un plan B en fonction des signes que l'on voit en fait de l'autre personne. Exactement. Plusieurs possibilités dans cette optique-là. Je ne vends pas. OK, pourquoi je vends pas? Qu'est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est pas le bon moment? Est-ce que c'est pas l'envie? Est-ce que c'est le client qui veut pas sortir de son statu quo? Donc, dans ce cas-là, c'est pas grave. Mon plan B, mon plan de recul, si tu veux, c'est quand est-ce qu'on se rappelle? Quand est-ce que vous pensez qu'on pourra envisager cette solution que je vous propose? Ça peut être une solution. Ça peut être, non, c'est pas inclus dans nos budgets cette année. Quand est-ce que ça va être inclus dans vos budgets? Ou c'est trop cher par rapport à la solution. Est-ce qu'on peut envisager une solution qui cadrerait avec votre budget? C'est tout ça, prendre du recul. C'est prendre du recul par rapport à la proposition, à mon offre, et prendre du recul par rapport à soi-même. C'est pas grave de vendre. Enfin, c'est même nécessaire, en fait. C'est pas que ça soit pas grave. C'est nécessaire de vendre. Donc voilà, prendre du recul, la première mesure pour réussir dans la vente. Ok, ouais. Il y a peut-être un point aussi qui est important dans cette première étape, que j'ai beaucoup aussi moi pu tester dans le passé, c'est que le non, quand on vous dit non, ça ne m'intéresse pas, c'est pas un non en fait pour vous personnel, parce que les gens c'est vrai qu'ils le prennent tout le temps pour eux en direct, en disant on m'attaque moi directement en fait, l'être humain de manière générale n'aime pas quand on dit non quoi. Et donc à partir de là, son état d'esprit en fait, si on n'est pas préparé d'entendre des noms pendant 10 rendez-vous consécutifs, ça peut baisser en fait votre niveau de confiance en soi. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur, c'est pas non, toi tu ne m'intéresses pas, c'est non, ton produit ne m'intéresse pas, ou comme tu dis Marc, c'est peut-être pas le moment, c'est pas la situation, les finances sont peut-être pas là, et après tout ça c'est une deuxième étape. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, les meilleurs négociateurs, les meilleurs vendeurs disent d'ailleurs que la vente commence par un non. C'est le nom, en fait, pour manager des équipes commerciales, voilà, je dis toujours aux vendeurs quand ils relancent leurs clients, le non, tu l'as déjà, va chercher le oui. Et ça permet de dédramatiser totalement l'enjeu. De toute façon, tu appelles, t'as le non, tu l'as. Donc, au pire, tu vas avoir le oui. Donc ça permet vraiment de prendre du recul et de rationaliser la peur que tu as d'obtenir un non. Le non, tu l'as de toute façon, c'est la base. Il n'avait pas besoin de toi avant que tu l'appelles, avant que tu prennes contact avec lui. Voilà. Voilà, c'est ça. Il t'a pas attendu pour aller avancer sur telle et telle émission, quoi. Je propose plutôt, moi, de se concentrer sur ces facteurs clés de succès. C'est connaître bien quels sont mes facteurs clés de succès. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va différencier mon offre par rapport à mes concurrents, par rapport Donc, la fameuse valeur ajoutée, c'est ça? Voilà. Ma valeur ajoutée. Quelle est ma valeur ajoutée? Et se concentrer sur ce que je peux contrôler. Ce que je peux contrôler, c'est ma façon d'être dans l'entretien. C'est ma façon d'être au téléphone. C'est ma façon d'être dans la présentation de mes arguments. C'est ma façon d'être dans la découverte du client. Voilà, me concentrer sur ce que je peux contrôler. Ce que je peux contrôler aussi, c'est combien de clients j'appelle, à quelle fréquence, qu'est-ce que j'ai mis dans mon agenda pour pouvoir me mettre en réussite dans ce cas-là. Voilà. Et pas se concentrer sur j'attends un oui impérativement. Non, le oui viendra automatiquement à un moment ou à un autre si je me concentre sur ce que je peux contrôler. Ok, ouais. Donc tu conseilles en fait de nous mettre des objectifs qui sont atteignables ou non atteignables. Comment tu vois cette partie en fait objectif? Merci Rudy, c'est le deuxième point, effectivement, c'est se concentrer sur un objectif à la fois. C'est la difficulté, en fait. On se met souvent de trop grands objectifs
et on n'est pas capable de découper en fait son grand objectif en petits objectifs. Et en fait, l'idéal pour pouvoir se concentrer sur ce qu'on a à faire, c'est segmenter son temps par slot en fait, par slot de temps quand on vend. Donc, c'est-à-dire que au lieu de tout faire en même temps, c'est-à-dire les relances, les propositions clients, la prospection, non, ça c'est pas bon. On définit une demi-journée pour faire que de la relance, par exemple, une autre pour faire que de la prospection, et une troisième pour faire que quelle est ma cible et me faire un fichier de cible client. Tu vois, c'est ça l'idée, c'est travailler sur ces petits objectifs à accomplir. Et quand je travaille sur ces petits objectifs à accomplir, bah, je me donne des slots de temps et je me donne un objectif dans ce slot de temps. Je cours pas plusieurs lièvres à la fois. J'ai un objectif à la fois. Je me dis, tiens, dans cet après-midi de prospection, je vais passer 30 coups de fil aboutis. Et quand j'aurai réussi cet objectif de 30 coups de fil aboutis, ben, peu importe que j'ai eu des rendez-vous ou pas, en tous les cas, j'aurais atteint mon objectif. C'est ça. Ouais, je comprends. Et donc dans ce cas-là, ça va te générer la dopamine qui va, comment dire, te donner un état en fait positif, de confiance en soi en fait, et ça va te permettre en fait de te préparer pour la prochaine étape. C'est ça? Tu l'as dit, Rudy, tout à fait. C'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la base de la vente. La confiance en soi pour vendre, pour être certain de ses compétences, de ses ressources, pour être capable de faire une proposition de valeur intéressante à sa cible, à son prospect, et également la confiance que je dois créer avec mon interlocuteur, puisque la vente, c'est juste un transfert de confiance, j'ai envie de te dire. Voilà, donc avoir confiance en soi en se concentrant sur un objectif à la fois. Ça, c'était le deuxième point. Ok. Et donc dans la même continuité, donc si une fois qu'on a compris en fait ces différentes étapes de se concentrer par objectif, une fois qu'on a apporté cette partie-là, c'est quoi la suite? La suite, c'est de savoir décider et se responsabiliser. Décider et se responsabiliser, je vois deux choses à travers ce troisième point. C'est se responsabiliser. Quand j'ai décidé de faire ça, bah, je vais jusqu'au bout du process. Hein, je me cache pas. J'assume ce que j'ai mis en place, ce que j'ai voulu mettre, même si c'est dur. Hein. La vente, c'est très dur. Hein, c'est un métier très exigeant. Donc, il faut se responsabiliser. Il faut pas se dire, oh bah non, les leads c'est pas bon, c'est le marketing qui m'a donné des mauvais leads, ou alors c'est mon tableau qui est pas bon, c'est pas grave, j'arrête. Non, je vais jusqu'au bout de ce que j'ai décidé de faire. Et décider aussi, c'est être capable d'abandonner des pistes qui sont pas bonnes. Je vois souvent dans les portefeuilles d'affaires en cours des deals qui se closeront jamais en fait. Donc avec des commerciaux qui relancent en permanence, qui perdent du temps à relancer des affaires qui n'aboutiront jamais. Donc il faut savoir gagner du temps, décider d'abandonner le deal qui se closera jamais de toute façon. Ah, je comprends. Ouais. Ça me fait penser en fait à une histoire que j'avais entendue dans une conférence. J'essaie de la faire en résumé, mais elle est vraiment hyper forte. En fait, c'est une société d'assurance, un grand groupe d'assurance, et ils embauchent en fait un jeune qui arrive, une vingtaine d'années, et comme il arrive, on lui dit on t'a donné un fichier client hyper simple. C'est vraiment que des contrats en fait à valider. Tout est ouvert. Donc lui, il est en bonne situation. On lui dit que le fichier qu'il a en fait, on doit les appeler il doit les appeler au téléphone. Il dit c'est bon, c'est parti. Hop. Donc il passe ses coups de fil et en fait la journée passe. Son responsable vient le voir. Et il lui dit alors, cette journée s'est bien passée? Il dit oui, j'ai eu 10 rendez-vous. Il fait c'est pas possible. Il fait si, j'ai eu 10 rendez-vous. Il fait c'est pas assez. Il dit attends, viens dans mon bureau, il y a un problème. Donc il va dans son bureau, il discute et il lui dit mais t'as eu 10 rendez-vous sur le fichier qu'on t'a donné aujourd'hui? Il dit oui, vous m'avez dit que c'était facile, ça. Il dit écoute, c'était impossible. En fait, on t'a donné le fichier le plus compliqué, en fait. C'est que des gens qui ne voulaient pas du tout être appelés, jamais être appelés. Et en fait, là, c'est l'état d'esprit, en fait. La personne a été formatée en disant c'est le fichier le plus facile. Donc lui, il l'a appréhendé de manière très légère.
Et ça a bien passé en fait avec les gens au téléphone. Parce que ce qui s'est passé le lendemain, c'est comme il a su en fait qu'il avait un fichier difficile, le lendemain il a fait 0 rendez-vous. Voilà, petite parenthèse. Excellente anecdote. Ça Ouais. travaille essentiellement sur les croyances. On y Ouais. viendra parce que c'est important. Hein. Ouais. Tu vois ce que tu crois plutôt que tu crois ce que tu vois. Exactement. Ouais. Voilà. Et puis dans ce troisième point, il faut être conscient de son impact dans la relation en fait. Je dis ça parce que souvent, en fait, t'as pas de notion de ce que tu peux apporter vraiment en valeur ajoutée à ton client. Et tu te considères comme un vendeur, alors que tu es un apporteur de solutions. Tu es là pour accompagner, tu es là pour aider à la prise de décision. Tu pas là forcément pour vendre. Voilà, tu es là pour aider, pour accompagner. Ton client a un problème, donc il faut que tu sois conscient de ton impact dans la relation. Et donc que tu saches décider de le prendre par la main, de lui dire là, monsieur le client, c'est la bonne décision que vous prenez. Il faut y aller. Il faut pas se cacher derrière n'importe quelle objection. Voilà, il faut y aller. Donc ça c'est très très important aussi dans la façon dont tu vas aider à la prise de décision. Voilà. Les gens, parfois, ont besoin qu'on les accompagne dans la prise de décision parce qu'ils ont toujours le côté de l'hésitation. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je suis pas mieux dans ma situation actuelle? Quel est le poids de l'inaction pour moi? Il en a pas conscience. Faut vraiment que le commercial fasse peser sur le client le poids de l'inaction. Voilà. Si vous restez dans cette situation où vous faites rien, qu'est-ce qui va se passer de mal d'ici 6 mois? Alors que là, si vous bougez, avec ce que je vous propose, vous allez vers une situation qui sera bien meilleure. Ok, ouais. C'est lui donner une vision, en fait, de ce qui, s'il ne prend pas dans l'état où il serait, et avec cette solution, s'il le prend dans l'état qui y serait, et en fait, les émotions ressortent, et à partir de là, en fait, l'une ou l'autre va être plus forte. Le but, c'est que ça soit l'autre est plus forte pour le faire ramener, en fait, à dire, OK, j'accepte et on part ensemble. Après, comme tu dis, il faut le rassurer, quoi. Il faut le rassurer. Exactement. C'est une question de confiance. Mais ça se passe dans l'entretien commercial. C'est des techniques de vente. On va pas les aborder ici. C'est pas l'objet. Mais voilà, ça, c'est des techniques de vente, effectivement. 4e point, très, très important, c'est de bien se préparer. Alors, j'ai accompagné de nombreux commerciaux qui arrivaient à toute vitesse au rendez-vous, pris dans les embouteillages, pas préparés, ils arrivaient en speed, le client, le rendez-vous est pris, les fait rentrer dans le bureau en speed, ils arrivent pas à se calmer, ils arrivent pas à s'adapter à la personne qu'ils ont en face d'eux. Ça, c'est très mauvais. Il y a rien de pire que ça. Voilà. L'entretien démarre très mal si tu es mal préparé, si tu sais pas te préparer. Le conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est d'arriver 5-10 minutes avant le rendez-vous pour se mettre dans de bonnes conditions psychologiques pour aborder ce rendez-vous. De la même manière, en voiture, moi j'ai pour habitude d'éteindre mon téléphone, d'éteindre ma radio, d'éteindre tout type de musique et je me concentre sur le rendez-vous. Quelles sont les bonnes questions que je veux poser? Quelle est la situation du client? Qu'est-ce que je sais à son sujet? J'ai fait mes devoirs, donc je connais son marché, je connais son entreprise, je sais qu'est-ce qui va impacter tout de suite quand je vais échanger avec lui. Voilà, bien se préparer. Il y en a plein qui oublient de bien se préparer et comme dit, je crois que c'était une couturière très connue, je me souviens plus de son nom. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc ça, c'est la base. Et pour bien se préparer, le conseil que je donne souvent aux commerciaux, c'est de faire son SWOT. Je suis désolé pour les auditeurs, c'est encore des termes en anglais, mais enfin, voilà, c'est de connaître ses forces, ses faiblesses, et de déterminer les opportunités, les menaces. Mes forces, c'est ça, et d'axer sur ses forces. Ma force, par exemple, c'est l'empathie. Je suis très bon en empathie. Je vais bien écouter mon client, je vais bien me mettre à sa place. Ça, c'est ma force. Ma faiblesse, par exemple, c'est j'arrive pas à le faire passer à l'action parce que j'ai peur de closer le deal, j'ai peur d'arriver à la fin. Bon, monsieur le client, maintenant on y va. Donc déjà, en avoir conscience, ça nous permet de bien progresser.
Ensuite, les opportunités, les menaces. Les opportunités, c'est quelle est ma valeur ajoutée? On en revient toujours à la valeur ajoutée. Quelle est ma valeur ajoutée dans la proposition que je fais à mon client? Qu'est-ce que je peux vraiment lui apporter? Quelles sont mes forces, mes points forts dans mon offre? Et la menace, c'est connaître les faiblesses et pas les cacher. Les menaces, c'est OK, monsieur le client, là, je vais vous apporter une plus-value sur ce dossier-là, mais par contre, faut que vous sachiez que mon produit, il n'est pas capable de faire ça, ça, ça et ça. Mais Ouais, pas ça, vendre du rêve. Pas vendre voilà, du pas rêve, vendre du mais rêve. en étant, en fait, on va dire, en relation avec la réalité, quoi. Exactement. C'est pas essayer de vendre du rêve et puis pas être après à pas pouvoir tenir ses engagements. J'ai été obligé de manager des commerciaux où après le commercial est content, il a fait la vente s'est faite, puis finalement le client arrive avec des demandes pas possibles sur ce qui a été vendu et de dire au commercial, tu lui as dit ça, mais tu sais qu'on le fait pas. Ah Eh oui. non, j'ai oublié de lui dire. OK, donc c'est mal cadré, mal abordé. C'est difficile de vendre, mais c'est pas parce que c'est difficile de vendre qu'il faut mentir. Surtout pas, c'est pas ça qu'il faut faire. Ça, c'est se tromper totalement sur toute la ligne. Mais c'est être capable de dire: «Mon produit va vous apporter ça, il est capable de faire ça. Ça, on le fait très, très bien, mais il ne fera pas ça et ça et ça». Donc ça, je tiens à le dire, c'est parce que, Tu donnes de la transparence. voilà, c'est être transparent, être cash. Voilà, faut vraiment être cash avec ce qu'on Authentique. est capable de faire. Voilà. Authentique. Ce Moi, je qu'on suis peut pas, faire, ce qu'on peut pas faire. Voilà. Au moins, c'est transparent, c'est dit. Il y a pas de surprise. Ouais. OK, je comprends et c'est une bonne démarche, ouais. parce que on enjolive, on emballe ça dans un beau papier cadeau. C'est très bien, ça fait partie de la vente. On emballe notre proposition dans un magnifique papier cadeau, mais on doit pas mentir sur ce qu'il y a à l'intérieur du cadeau. Ouais, c'est Le ça. cadeau, il est capable de faire ça. Je sais pas, pour te donner un ordre d'idée, moi qui commercialise des sites internet, le site internet, il est capable d'avoir une vitrine opérationnelle qui fonctionne très très bien. Mais c'est pas parce que tu as un site internet tout de suite que tu vas être visible sur tes mots-clés d'activité sur Google la semaine prochaine quand ton site internet sera en ligne. Non, ça va prendre du temps. Et ça, il faut le dire au client. Voilà. Il faut pas lui vendre des vessies pour des lanternes, comme on dit. OK. Et juste un point important sur la préparation, est-ce que tu dis, «Je vais aller, me renseigner sur, le marché et cetera, le client». C'est quoi? Tu vas sur le site web, tu vas sur LinkedIn, tu vas sur les réseaux sociaux, Exactement, on a tout en ligne maintenant, on a tout en ligne. D'ailleurs, c'est la société.com? grosse inquiétude, ouais, voilà, société.com, LinkedIn, googliser simplement le nom de l'entreprise. Je googlise le nom de l'entreprise, je regarde s'il a une page Facebook, société.com, depuis combien de temps il est créé. Ça permet aussi, avec société.com, de comprendre qu'on s'adresse à la bonne personne, parce que si on a pris rendez-vous avec telle personne et qu'on s'aperçoit que c'est pas le patron, enfin le gérant de l'entreprise avec société.com, pourquoi il n'est pas là? Pourquoi le décideur n'est pas là? Parce que c'est lui qui va acheter, donc il faut peut-être recaler un rendez-vous avec le décideur, voilà, pas se déplacer pour bien. Donc ça fait partie de bonne préparation. Et le profil LinkedIn aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est son environnement? Bien connaître son environnement. Quelles sont ses problématiques? Faire un peu de veille, du benchmark, tout simplement. Voilà, faire un peu de veille sur son activité. Arriver bien préparé, bien faire ses devoirs. Voilà, c'est ce que j'appelle, moi, faire ses devoirs. On n'arrive pas comme ça à l'arrache en rendez-vous. Monsieur le client, voilà, tout beau, tout neuf, je suis très bon, ma solution c'est la meilleure, signez-la. Non. D'ailleurs, c'est fait partie de la découverte pour pouvoir lui proposer sa solution. Ouais. OK, OK, top. Mais étape 4, on l'a bien compris. Voilà. Étape 5, gérer ses émotions. Alors ça, c'est très très important dans la vente, être capable de gérer ses émotions. Donc ces émotions, on les gère déjà avant de rentrer chez le client. On n'arrive pas en speed, comme je disais, en sortant de la voiture. On n'arrive pas aussi avec ses soucis de la maison. Tiens, ça s'est mal passé avec mes enfants ce matin, etc. Le client, il en a rien à faire. Lui, ce qu'il veut, c'est son problème et qu'on l'aide là-dessus. Alors j'ai une petite technique que j'aime beaucoup, moi, que je partage assez souvent pour arriver en émotion neutre, quoi, chez le client. Quand j'arrive chez lui, quand je m'essuie les pieds sur son paillasson, enfin, même s'il a pas de paillasson, je fais toujours ce geste-là. Je fais comme si je m'essuyais les pieds et là, je me dis: «Je dépose tous mes soucis là, ici, maintenant»
et je rentre comme ça neutre. Donc c'est important, ça, de bien gérer ses émotions et d'arriver dans une émotion, on va dire, prête à accepter ce que mon interlocuteur va me dire et pas de rester bloqué sur ses problématiques. C'est ça, ouais. On peut aussi appeler ça le plein potentiel. C'est d'être là où il faut, au bon moment, au bon endroit, et je me concentre que sur ce que je suis en train de vivre à l'instant présent, quoi. Tout à fait. L'état de flow aussi, qu'on peut dire pour les Ouais. sportifs. L'état de flow. Vraiment, faut être centré sur l'autre. Si t'es pas centré sur l'autre, déjà, tu vendras pas. Et donc, effectivement, être dans un flow positif, prêt à tout accepter, prêt à tout absorber, en fait, comme une éponge. Et puis après, les émotions dans l'entretien de vente. Parfois, le client peut te choquer, peut te dire des choses qui vont choquer tes valeurs. Ça va être compliqué, tu vois, si on choque tes valeurs pendant un entretien. Ben, faut rester vraiment serein. Voilà, soit t'acceptes pas et tu t'en vas, soit tu recadres. Mais voilà, ça va gérer des émotions, toi. Il faut les accepter, ces émotions. Elles sont bonnes. Faut les ancrer même auprès de ton client. Aussi, quand tu ressens des émotions de la part du client. Moi, je le dis souvent en entretien. Tiens, j'ai une anecdote qui m'est arrivée il y a pas longtemps. La proposition a été tellement belle que je sentais que le client trouvait ça presque... Enfin, il y croyait pas. Et donc, je lui dis dans l'entretien, je sens à votre émotion, à votre regard, que vous trouvez ça trop beau, ce que je vous dis. Vous avez du mal à comprendre ce que je vous dis parce que pour vous, c'est trop beau. Je vous vends du rêve. Ben non, je vous vends pas du rêve, je vous explique pourquoi. Tu vois, il faut nommer l'émotion, il faut ancrer l'émotion, faut la nommer. Parce que sinon, elle ressortira toujours à un moment ou à un autre. Ouais. Il faut être le plus transparent possible, et si tu ressens quelque chose de ton interlocuteur, prospect ou client, comme tu l'entends, il faut vraiment creuser et comprendre, et lui faire sortir soit les verres du nez, ou soit casser la glace, casser les barrières, pour vraiment créer un état de relationnel avec lui le plus optimisé possible. C'est ça? C'est ça, exactement. Et c'est la base de la vente, hein, ça, j'ai envie de te dire, Rudy. Hein. Vraiment, ça, c'est la base. Si tu connectes pas émotionnellement avec ton client, surtout, on est dans une société de plus en plus émotionnelle, quoi. Vraiment, tout est géré à l'émotion. On se choque sur des choses, on n'en a rien à faire d'autre. Donc vraiment, l'émotion, tu dois capter l'émotion, être sur la même émotion que ton client. C'est vraiment primordial, ce processus de l'émotion. Et donc, pour pouvoir bien gérer son émotion aussi dans le cycle de vente, ben, faut rester focus sur son processus de vente. Tu vois, faut pas partir non plus à droite, à gauche, parce que tu as une émotion qui t'amène sur un autre chemin. Voilà, faut faire attention aussi à ces émotions. Faut rester sur sa ligne de conduite. Pourquoi je suis là, quoi. Pour présenter ma solution, pour écouter mon client d'abord, et puis pour voir si ma solution peut cadrer avec ses besoins. C'est pas parce que je ressens une émotion ou qu'on m'attire sur un autre chemin que je dois forcément déborder et aller sur ce chemin. Non, je recadre l'entretien, je reste focus sur mon processus et je reviens sur mon fil directeur, sur ma ligne directrice. Jordan Belfort appelle ça la straight line, quoi. Je reviens sur la ligne droite. Ensuite, 6e point, avant-dernier point, travailler sur les croyances du commercial. Combien de commerciaux j'ai vu aller en clientèle en disant « Ah, j'ai pas confiance à mon produit, là. J'y crois pas trop à ce produit-là. » Ça, vous réussirez jamais dans la vente si vous croyez pas en votre produit. Hein. Ouais, c'est déjà la base, quoi. Déjà, C'est la base. croyance en soi, mais croyance en son produit ou son service. Exactement. Voilà. Ou par exemple, le commercial qui arrive et qui pense que ses prix sont trop chers. Oui, mon produit est bien, mais les prix sont pas dans le marché. Tu t'arriveras pas à vendre. Donc ça, c'est une croyance parmi tant d'autres, hein, mais on est pétri de croyances. L'être humain est pétri de croyances. On a des croyances depuis qu'on est né. C'est lié à notre parcours, à notre éducation, à notre apprentissage, à la façon dont on voit le monde. Donc, on n'a que des croyances. Donc, le but, c'est de faire péter ces croyances pour pouvoir déplacer son focus à un autre endroit. Si tu as des croyances comme quoi ton produit apporte pas grand-chose et que ton tarif est trop cher, imagine quand tu arrives en clientèle, tu vendras rien. Ouais, mais ça va être un peu compliqué. Ouais. D'ailleurs, on se tire une balle dans le pied, quoi. Ah bah oui,
Donc, faut vraiment travailler sur ses croyances. J'aime beaucoup cette expression, enfin que j'utilisais avant, qui était moi je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Et en fait, en ayant de l'expérience, plus d'expérience et d'âge, je pense plus du tout ça. Je pense à l'inverse, que je vois ce que je crois. Ouais, je Hein, tu comprends. connais cette fameuse expérience qu'on a dans une assemblée quand tu demandes aux gens essayez de fermer les yeux et dites-moi tout ce qui est jaune, Ouais, par exemple. Hein, tu connais cette expérience, puis après tu rouvres les yeux et tu dis mais voilà, vous avez rien vu de jaune parce que vous aviez bloqué votre attention sur autre chose. Ou cette fameuse vidéo avec des gens qui se passent le ballon avec une équipe blanche, une équipe noire, et le gorille qui passe au milieu, et on te dit est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous a choqué dans la vidéo? Non, ils ont pensé que le nombre de passes qui se sont faits. Voilà, donc ça j'aime beaucoup au sujet des croyances, j'aime beaucoup cette citation d'une femme de lettres américaine qui s'appelle Anaïs Nin. On voit pas les choses telles qu'elles sont, on voit les choses telles que nous sommes, à travers notre prisme, nos filtres à nous. et ouais, Henry Ford le disait, c'est une de ses citations les plus connues, c'est que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. complètement. Eh oui. Si tu crois que tout est possible, tu feras tout pour y arriver. Si tu crois que c'est pas possible, tu feras rien pour y arriver et tu échoueras, tout C'est ça. simplement. On vit tous dans notre aquarium avec nos règles, nos certitudes, nos croyances, quoi. Et comment tu fais ça justement? Si on pourrait donner un conseil pour casser un peu ces croyances, ces fameux plafonds de verre, c'est quoi le premier conseil que tu pourrais donner? Donc en fait, il y a plusieurs types de croyances. On a, on va dire globalement, deux sortes de croyances. On a des croyances limitantes, hein, les fameuses croyances limitantes, et on a des croyances ressources. Par exemple, nos croyances ressources, je sais que, appliquées à la vente, bien évidemment, je connais très très bien les caractéristiques techniques de mon produit. C'est ma croyance ressource. J'ai entièrement confiance dans ce que je connais de mon produit. Ma croyance limitante, c'est je vais avoir du mal à aborder le tarif. Je suis pas à l'aise quand on parle de prix. Hein. Il y a beaucoup de commerciaux qui sont pas à l'aise quand on parle de prix. Voilà, on a ces deux sortes de croyances. Une croyance ressource, donc ça c'est une très bonne croyance forcément. C'est celle qui va nous permettre d'aborder le rendez-vous professionnel, le rendez-vous commercial dans ce sens-là. Et notre croyance limitante. Donc pour pouvoir casser un petit peu ces croyances limitantes, moi je propose d'aller sur une croyance aidante. C'est une croyance qui va nous faire évoluer, qui va justement nous aider à casser le plafond de verre et qui va nous faire passer à un autre niveau de jeu. Par exemple, pour les commerciaux, je sais que ce qu'ils aiment le moins, c'est la prospection. Hein, et puis souvent, leur croyance, enfin leur pseudo-croyance, c'est oui, j'ai pas le temps de prospecter. Ok, t'as pas le temps de prospecter. Mais remplace cette croyance, j'ai pas le temps de prospecter, par une nouvelle croyance, ben, qui est la prospection est essentielle pour atteindre mes objectifs. La prospection est essentielle pour atteindre mes objectifs. Et la meilleure solution pour ancrer des nouvelles croyances, si tu veux, c'est la répétition. Il y a pas mieux, hein, c'est la répétition. C'est Émile Coué, ce fameux pharmacien du début du XXe siècle, qui nous a enseigné ça. Voilà, faut se faire des sessions de répétition. Hein, moi, j'encourage tout le temps, et je me le dis, je le fais moi-même. Hein, voilà, j'encourage tout le temps les commerciaux à se faire des répétitions. Par exemple, l'ancienne croyance, je manque de confiance en moi. Ok, je peux manquer de confiance en moi. Je la remplace par cette nouvelle croyance aidante. J'améliore tous les jours ma confiance en moi. Donc je fais des choses, des petits pas, comme on disait. Je fais des petits pas pour améliorer ma confiance en moi. Tu vois ce que je veux dire, Rudy? Ouais, je vois très bien, ouais. OK, ouais. Chaque jour, en fait, un petit pas plus que l'autre qui vont te permettre, sur, 1 semaine, 15 jours, un mois, en fait, un trimestre, d'avoir plus confiance en toi et de mieux peut-être cerner tes clients et encore mieux d'avancer et ouais, ouais, OK. OK, je le Voilà. comprends, ouais. Donc vraiment, la croyance, c'est une base hein, de la réussite hein, du métier commercial, hein. Notamment pour les chefs d'entreprise auxquels s'adresse le podcast. La vente, peu de chefs d'entreprise sont formés à la vente en tant que tels. Hein. D'ailleurs, on parle d'école de vente où la plupart du temps,
Ça forme pas trop à la vente directe, hein, ça forme plutôt au marketing, à la finance, mais pas vraiment à la vente. Donc on arrive, on a monté son entreprise, on n'a pas compris l'impact que la vente pouvait avoir, et c'est une croyance. La croyance que j'invite nos auditeurs à ancrer en eux, c'est la vente est essentielle pour mon business. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de business, hein, tout simplement. Et c'est la répétition. Il faut se répéter, 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 répéter. C'est grâce à cette répétition qu'on va modifier notre subconscient et qu'on va y croire. On va changer de croyance. Cette croyance limitante va devenir une croyance ressource. Ok, ouais, c'est très clair. Et enfin, dernière étape, rester optimiste et en action. Voilà. Rester optimiste et en action. Hein, les temps sont durs, on le sait, la conjoncture n'est pas facile, mais il faut toujours rester optimiste et toujours rester en action. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais cette anecdote, Rudy, c'est Martin Seligman sur la psychologie positive, qui s'était demandé l'impact de l'optimisme sur les vendeurs. Donc, il a fait une étude sur une grosse compagnie d'assurance, la MetLife, et ils se sont aperçus que les meilleurs vendeurs avaient des résultats supérieurs aux vendeurs pas forcément optimistes, voire pessimistes, de 58% meilleurs. C'est énorme. Ah oui. Alors qu'avant, cette compagnie d'assurance avait un turnover monstrueux. Et du coup, ils se sont mis à embaucher que des vendeurs optimistes. Et en fait, les critères d'embauche n'étaient plus les compétences clés de la vente, mais un questionnaire pour savoir si c'était des vendeurs optimistes ou pas. Ah oui, d'accord. S'il avait un comportement, un bon mindset, un bon état d'esprit positif. Exactement. Quoi. Mais je parle pas de l'optimisme BA, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Ça marche pas. Hein. C'est tous les gens, voilà, ils pensent ça, les gens, la plupart du temps, quand on parle d'optimisme, et les pessimistes, pour objecter par rapport à ça, ils disent non, moi je suis pas pessimiste, je suis réaliste. Non, c'est pas vrai. T'es pessimiste. C'est une affaire de point de vue, en fait, l'optimisme. L'optimisme, pour moi, c'est le mouvement, c'est l'action. C'est pour ça que je te dis rester optimiste et en action. C'est un optimisme d'action. C'est-à-dire, je suis persuadé que si j'agis sur ma situation, ça va améliorer les choses. Voilà. Tu feras pas de vente si tu décroches pas ton téléphone, par exemple. Tu vois ? Voilà. Tu feras pas de vente si tu te dis ouais, ce client je le sentais pas, mais si tu le relances pas, il va pas signer ton contrat. Peut-être que tu auras une bonne surprise, peut-être pas. Mais en tous les cas, il faut agir pour modifier ta situation actuelle. Voilà. Donc rester vraiment dans l'action, quoi. C'est la base. Voilà. Et d'ailleurs, la motivation, pour finir sur la motivation, on se demande si on a toujours des clés de la motivation. Les clés de la motivation, quelles sont tes clés pour rester motivé ? La clé de la motivation, c'est l'action d'abord. En fait, tu rentres en action et cette action te provoque une étincelle qui va te donner la motivation. Tu vois ? Exactement, ouais. Voilà, tu vas pas agir de base en étant waouh, je suis super motivé. Non, tu fais d'abord quelque chose et ce quelque chose va créer ta motivation. Va donner l'envie en fait d'aller plus loin et de la dopamine qui va te permettre d'avancer et puis de développer des choses peut-être que tu n'aurais même pas pensé faire. Exactement. Voilà. Donc l'optimisme, la mise en action qui génère la motivation. Et l'optimisme, si tu veux, ça détermine c'est ce qui va te permettre d'être résilient. C'est parce que tu es optimiste que tu es résilient. Et la persévérance, la résilience, c'est un des facteurs clés du métier commercial. Mais c'est justement parce que tu es optimiste en te disant je vais le rappeler, au bout d'un moment ça va le faire. D'ailleurs, les deals se closent essentiellement à la 7, 8e relance. Ils se closent pas tout de suite ou à la 2e relance. Faut être persévérant pour pouvoir être un bon commercial. Et c'est l'optimisme qui va te permettre d'être persévérant. C'est parce que tu es optimiste en te disant tiens, ouais, je suis optimiste, allez, ça va le faire. J'ai 15 affaires en cours, si je les relance toutes, il y en a bien 3 qui vont tomber, tu vois. Ouais. Et l'optimiste, il est orienté solution aussi. Enfin, c'est vraiment la différence par rapport au pessimiste qui est orienté problème. Lui. L'optimiste, lui, il est orienté solution. C'est comment faire pour arriver à valider mes 3 contrats sur 15, mettre en place, il va être dans le mouvement, dans l'action, comme tu disais précédemment. Voilà, il sait qu'il y a des solutions. Et ces solutions, effectivement, c'est
passer à l'action. C'est faire des choses qui vont améliorer ta situation. À chaque problème, par exemple, moi, je me pose souvent la question, je me dis, tiens, c'est une nouvelle occasion de changer, de découvrir quelque chose de nouveau pour résoudre ce problème. Tu vois, je me dis ça tout le temps. Ouais. C'est ancré dans ma façon d'être, que ce soit d'ailleurs pour la vente, pour l'entreprise ou pour ma vie personnelle. J'ai une nouvelle occasion de trouver une nouvelle solution. Voilà. À chaque problème, une nouvelle solution. Excellent. Ouais, ok. Bah, écoute, franchement, on a beaucoup appris déjà sur cet épisode. S'il y aurait un mot de la fin, ce serait lequel? Mais c'est vraiment ça. Je voudrais finir sur l'optimisme. Voilà, il faut apprendre et cultiver notre optimisme. C'est la clé. C'est la clé pour être un bon entrepreneur et c'est la clé pour être un bon vendeur. T'es optimiste, bah tu sais que tu vas y arriver. On parle souvent, tu sais, de régime alimentaire, mais tu as aussi, ou de pollution, etc. Mais il y a aussi la pollution mentale. Ton extérieur, la radio, la télévision, ton entourage éventuellement, peut aussi en fait te cloisonner, te saboter et casse ton optimisme. Tu te réveilles le matin, t'écoutes la télé ou les médias, c'est la guerre, c'est ceci. Bon bah en fait tu pars pas du bon pied déjà. Donc il y a peut-être aussi des choses à changer. Alors je dis pas il faut tout changer, mais peut-être des petites choses qu'il faut tout doucement en fait se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Même si je l'écoute pas, mais en fait, au bout du compte, le cerveau l'écoute. Donc, peut-être, aujourd'hui, on a la possibilité de regarder ce que l'on veut, d'écouter ce que l'on veut. Donc, peut-être dire, bah, dans la voiture, au lieu d'écouter la radio, peut-être mettre un podcast et me former sur l'immobilier, me former sur bien savoir vendre, me former sur l'entrepreneuriat ou sur d'autres choses. Exactement. Et ça, en fait, ça va moins polluer l'esprit. Et donc, pourquoi je parlais de ça, c'est par rapport à l'optimisme. En fait, ça va travailler en fait votre optimisme, ça va travailler votre état d'esprit, ça va travailler la façon en fait d'avancer. Et c'est que ça sera que du plus. De toute façon, ça peut pas être l'inverse. Ça sera que du plus, en fait. Parce que vous allez, comme tu dis, Marc, il y aura une autre façon d'aborder les choses, une autre vision, un autre champ de découverte. Et moi, j'encourage vraiment, en fait, à passer sur cette étape-là. Exactement. Tu as entièrement raison, Rudy. Et c'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. C'est que on a 60 000 pensées par jour. Et sur 60 000 pensées par jour, déjà, il y en a 80%, 90% qui sont les mêmes que la veille. Et il y en a plus de 70% qui sont des pensées négatives, avec cette petite voix qui nous dit « Ah, ça va mal se passer. Ah, les problèmes, ils vont être là. » Moi, j'ai une technique pour cette petite voix, c'est de lui dire « Ta gueule ». Excuse-moi pour... Mais voilà, faut la faire taire, cette petite voix. Cette petite voix, elle te veut du mal. Elle est pas bonne. Et donc, si t'écoutes que des choses qui sont négatives sur des problèmes, sur les informations, sur forcément, ça va pas améliorer ta santé mentale. Hein. Et tu as raison, faut pas regarder les infos, faut faire de la diète médiatique. C'est ce que j'encourage nos auditeurs à faire, vraiment de la diète médiatique. Et se concentrer sur des choses qui nous font du bien, qui nous font nous sentir bien. Écouter des podcasts, écouter de la musique, s'aérer, marcher. Voilà, pour rester optimiste, parce que la vie est belle. Hein, c'est le message qu'on peut avoir. On est là, on est en vie, tout va bien. On va trouver des solutions. Voilà, les solutions, elles sont là. On va les trouver. Donc, il faut vraiment matérialiser notre pensée positive, quoi. L'écrire. Et j'aimerais bien terminer par cette citation de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Michel Poulard, qui dit « L'optimisme est la capacité de transformer ses pépins en pépites ». Ça, c'est une très belle citation. Ça résume bien ce qu'on disait. Exactement. Ouais. Et arrêter de se laisser polluer par son mental. Stop. Super. Bah écoute, merci beaucoup, Marc, pour tes conseils sur cette partie sur la vente, sur l'état d'esprit, le mindset. Voilà, l'idée c'est de structurer. L'avantage de ce type de podcast, c'est d'épisodes, c'est de l'écouter, de réécouter, de prendre une partie, reprendre après. En fait, c'est vraiment, il n'y a pas de limite, c'est à consommer sans modération. Donc, merci beaucoup, Marc. Merci, Rudy. Merci à toi pour ton invitation. C'était top, cet échange. Avec plaisir. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Éric Legendre, expert en réseautage,
Il nous donnera ses conseils, ses bonnes pratiques pour développer notre réseau professionnel et faire décoller notre business. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.